Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, le président de la République est descendu dans les communes de Marlimbe et Sakaevu pour être au chevet des personnes victimes du passage du cyclone qui se sont succédés. La reconstruction des infrastructures détruites par les cyclones sera priorisée selon le président de la République. Les hélicoptères gros porteurs qui ont été octroyés par la PAM et les Nations Unies qui peuvent transporter des matériels les plus lourds seront utilisés. Il a également martelé l'importance de la réhabilitation de la route reliant Marlimbe et Manour. Reportage de Josicaël Rangenirine. Marlimbe se trouve à 130 km de Manour, mais du fait du mauvais état des routes, ce district est complètement isolé. Cela rend également difficile l'approvisionnement en carburant à l'origine des pannes de courant. Cela fait 3 mois que ce district est privé d'électricité. Il y a 2 mois de cela, un camion transportant du carburant est parti de Manour mais n'est jamais arrivé du fait de ce mauvais état des routes. Ainsi, durant la venue du président de la République, la population a imploré pour que cette route soit réhabilitée. Dans l'urgence, face aux dégâts causés par les intempéries, un hélicoptère gros porteur sera utilisé pour transporter les produits de première nécessité et les matériels d'urgence pour aider les communes les plus isolées et qui sont difficiles d'accès. Marlimbe a été le premier bénéficiaire aujourd'hui. Ce gros hélicoptère a déjà fait 2 allers-retours pour transporter les vaccins depuis hier et aujourd'hui, il a transporté le président de la République et les partenaires internationaux. Même si le cyclone a fait des ravages, la dégradation des routes est à l'origine de problèmes récurrents de la population et doit être solutionnée au plus vite, selon le président de la République. Ainsi, les routes reliant Marlimbe à Tanfouts et Marlimbe à Manour seront réhabilitées. Et puisque Marlimbe souffre de l'absence de l'électricité, des solutions d'urgence seront mises en place pour approvisionner les matériels de production d'électricité. Et à long terme, des solutions de production autonome d'électricité pour Marlimbe seront mises en place. Après la visite du chef-lieu de district, le président de la République est également descendu dans la commune rurale de Sakaevu, à 60 km de Marlimbe. Cette commune a été ravagée par 2 cyclones. 23 infrastructures ont été ravagées. La reconstruction de ces infrastructures sera priorisée et l'hélicoptère transportera les matériels. Un gradué a également visité les infrastructures construites dans le district de Marlimbe durant sa descente, comme les routes en pavé dans le centre-ville et l'avancement des travaux de construction de la circonscription financière. 56 911 personnes, soit 13 358 ménages, ont été préventivement déplacés jusqu'à aujourd'hui au niveau des 177 sites d'hébergement dans le cadre du passage du cyclone Amnati à Madagascar, d'après le rapport officiel du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes aujourd'hui. Cette évacuation préventive a été observée dans 8 régions telles que Amorunmani, Anos, Antimotnan, Atsnanan, Fitvnan, Imatsachambon, Sofia et Vadvavi. Timerkoufen, Secha Anjena, nous en disent plus. La région Atsimotsnan est la région la plus impactée par le passage du cyclone Mnati à Madagascar, parmi les 10 régions où il est passé. 56 911 personnes, soit 13 350 ménages ont été préventivement déplacés jusqu'à aujourd'hui au niveau des 177 sites d'hébergement dans les 8 régions touchées par son passage, si on n'a pas encore reçu d'informations des 2 autres régions, notamment les régions Yurumbe et Anjoui. Aucun décès n'a été constaté suite au passage d'Mnati, d'après le rapport officiel du BNGRC ce jour. Ce dernier souligne également qu'on ne peut pas déclarer une personne comme morte que lorsque l'on a pu le justifier. Si la météo prévoyait qu'Mnati serait plus intense que Batirai, l'on a pu constater que c'était le contraire malgré la plus grande envergure d'Mnati. Le BNGRC a également souligné que nous étions mieux préparés pour cette fois, d'où ce bilan plutôt encourageant. Par rapport donc à la prévision initiale de la météo, on peut dire que vraiment pas plus fort que Batirai, l'arrivée de Mnati. Malgré tout cela,
le diamètre est toujours... c'était grand, quoi, que je voulais dire. Merci, bon Dieu, parce que pour dire, j'ose dire même, pour montrer qu'on a vraiment bien paré par rapport à l'arrivée donc de ce cyclone, pas de décès jusqu'à présent. Malgré les rumeurs qui circulent actuellement, c'est pas encore vraiment prouvé ça. Donc c'est pour vous dire que vraiment on a bien préparé par rapport à l'arrivée de ces cyclones. Car avant, j'ai dit bien avant, jusqu'au mois donc de avril ou mai, donc comment on dit ça, la saison cyclonique ou bien voilà la saison cyclonique. Mais vu donc le dérèglement climatique actuellement ou bien donc le changement climatique, on dit, donc c'est vraiment, je n'ose pas dire que est-ce que vraiment ça tient toujours jusqu'au mois de mars ou bien au mois d'avril ou bien au mois de mai, je ne sais pas. Le vent et les pluies étaient très intenses à Mananzar, Manakar, Vuipin, Farafangan, Wangainjan, Manatin, Fort-Dauphin, d'où le lourd bilan dans ces circonscriptions, notamment les nombreuses cases d'habitation détruites, décoiffées ou inondées, les rizières inondées et ensablées et la coupure d'eau et d'électricité. L'on a également constaté 16 routes coupées suite au passage du cyclone Emnati dans les régions Irumbi, Anous, Vadvav, Matsiachambun, Atsimotsnanan et la région Amurunmani. Des interventions sont actuellement en cours d'après le ministère des Travaux publics. À titre de rappel, depuis le début des intempéries, le BNGRC a enregistré près de 288 185 sinistrés, près de 32 722 maisons d'habitation touchées, plus de 30 000 salles de classe détruites ou endommagées, plus de 7 000 hectares de rizières inondées ainsi que de plusieurs infrastructures détruites, dont des digues et des pylônes de télécommunications. La gravité de cette situation a conduit le Premier ministre à décréter l'état de sinistre national le 27 janvier 2022. Nombreux ont répondu à l'appel à l'aide depuis, pays amis, institutions, secteur privé comme public, associations. Au total, 652 personnes et entités ont versé des dons au BNGRC jusqu'à ce jour. Habituellement, la saison cyclonique touche à sa fin en mois d'avril ou mai à Madagascar, mais à cause du changement climatique, il est difficile de déterminer la fin de la saison ou même de déterminer si un cyclone impactera encore ou non Madagascar pour cette année. Et après le passage des derniers cyclones dans la Grande Île, notamment Anna, Batsray, Dumaku et Emnati, les responsables au sein du ministère des Travaux publics font le nécessaire pour remettre à l'ordre la circulation. Les responsables dans les régions menées par les gouverneurs et les directeurs régionaux des travaux publics se donnent la main pour les travaux d'urgence à travers la mise en place des déviations. Ces travaux d'urgence concernent les RN7 PK 732 plus 200 à Ilak et sur la route RNS 12 Manakar reliant Farafangan, soit sur les PK 204 plus 500, PK 105, PK 107, PK 154. Où les travaux de dégagement des détritus ont été également effectués et sur la RN13 reliant Tolaniar à Mbouvoubé, soit sur le PK 460 et PK 416 plus 700. Revenons à présent dans la capitale. Les travaux effectués dans le cadre du programme intégré d'assainissement d'Antananarive au PIA ont apporté leurs fruits. Le passage des derniers cyclones prouve que la ville d'Antananarive commence à être protégée des inondations. Malgré cela, les infrastructures restent insuffisantes et les travaux doivent encore se poursuivre. Il s'agit des travaux de lutte contre les inondations, le curage des canaux et la facilitation des évacuations d'eau, entre autres. Reportage sur les images de Zahara Jensen. Les travaux prioritaires du programme PIA ont commencé en 2018 et ont porté largement leurs fruits pendant les différentes saisons cycloniques. Ainsi, toutes les zones du canal Angiatang ont été protégées de graves inondations. De grands moyens techniques ont été déployés pour les travaux. Les résultats ont été probants en période de pluie, car les évacuations d'eau ont fait leur office, même durant les pluies exceptionnelles du cyclone Anna en janvier dernier.
Ainsi, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Adjoanjenen Arvelu, avec les représentants des partenaires au sein de l'AFD, de l'Union européenne, ainsi que le maire de la ville d'Antananarive, sont venus constater les résultats. Des résultats satisfaisants et efficaces selon les constatations. Les quartiers qui se trouvent près des ouvrages réalisés ont été protégés et que les habitants qui sont près de ces ouvrages ont pu traverser cet épisode extrême sans trop de dégâts. Ça n'a pas empêché les inondations, mais les inondations ont été moins graves, c'est-à-dire avec des hauteurs d'eau moins importantes et une durée qui était plus courte. Et ça a pu être vraiment démontré. Et donc ça fait plaisir de voir que ça fonctionne, et ça fonctionne aussi grâce à la très bonne coordination de tous les acteurs, que sont la CUA, que sont le ministère de l'Aménagement du Territoire, que sont l'APIPA, qui ont permis de tout organiser pour que ça se passe bien. Et donc je pense qu'on peut être satisfait de la qualité des travaux réalisés. Rappelons que le programme PIAA se poursuit à travers sa deuxième phase. Des travaux complémentaires ont été entrepris, notamment l'embellissement des zones Anjiatang par la construction de berges le long des 12 km jusqu'à la sortie de la ville à Tarasoch, afin que les bords du canal soient un lieu de vie pour les riverains, mais aussi une protection lors des crues en période de pluie. Un curage supplémentaire sera réalisé au tronçon 13 entre Tarasoch et Mboudmit afin d'augmenter la vitesse d'écoulement du canal. Un double dallo a été construit à 3 bus à Kanmaok afin d'évacuer les eaux des rivières de la vallée d'Amandi, de Manakambayin, d'Anjunj, de Tsimbazaz vers le canal GR, puis sur Anjiatang. La sortie de l'ovoïde au niveau d'Antanmen Saramasai a aussi été rénovée. Le maire de la ville d'Antananarive a aussi repris quelques curages complémentaires dans plusieurs quartiers de la ville d'Antananarive et réparation d'infrastructures en appropriation et application des méthodes du projet. Toujours dans cette page sociale, des milliers de branchements illicites ont été découverts par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures dans le quartier d'Akasne, dans le premier arrondissement de la capitale, suite à une descente inopinée aujourd'hui. Ce sont les constructions illicites qui favorisent ces branchements illicites qui pourtant nuisent au matériel de la Jirama et provoquent des surconsommations. Des mesures seront prises afin d'y remédier, notamment la régularisation de leur situation. Reportage toujours sur les images de Nzar Ranjenso. Les constructions illicites sont nombreuses dans le quartier d'Akasne, dans le premier arrondissement. Au vu de leur situation illégale, les habitants ont recours aux branchements illicites pour pouvoir bénéficier de l'électricité. Une situation de plus en plus fréquente. Pourtant, selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, ces branchements illicites provoquent des instabilités au niveau de l'approvisionnement en électricité. De plus, ils constituent un grave danger pour la population étant donné le respect des normes en matière de sécurité. Des dangers qui peuvent être mortels. La Jirama prendra des mesures pour y remédier. Selon les explications du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, il s'agit d'abord d'aider ces ménages à entrer dans le formel à travers le projet branchement Mour de la Jirama. Et puisque illicite signifie illégal, des mesures pénales et des amendes seront appliquées à l'encontre des auteurs de ces actes. Cela fait plusieurs années que la Russie prépare cette guerre contre l'Ukraine, quoi qu'il en soit. Selon le spécialiste en relations internationales, le professeur Adanoir Julien, il n'y aura pas de risque de troisième guerre mondiale. Rosristel Hakout-Malal et Yves Janel nous en disent plus. Le retrait de l'Ukraine de la communauté des États indépendants ou CEI a marqué le début des tensions entre la Russie et l'Ukraine. En effet, l'Ukraine et la Biélorussie sont des pays frontaliers de la Russie, raison pour laquelle il est inacceptable pour la Russie de laisser l'Ukraine intégrer l'OTAN ou l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cela s'est terminé par le bombardement de l'Ukraine par la Russie hier. Cependant, le déclenchement d'une troisième guerre mondiale reste improbable selon le professeur Adanoir Julien, spécialiste en relations internationales. Il faut commencer d'abord par l'histoire. Il ne faut pas oublier qu'en 1991, la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine ont créé ce qu'on appelle la CEI, Communauté des États indépendants, sauf la Géorgie et les États baltes. Et maintenant, la Russie comprend que les autorités actuelles de l'Ukraine ont
ont fait éclater cette alliance en voulant entrer dans l'OTAN, organisation militaire rivale de la Russie. Et il faut préciser que la Russie ne cédera jamais, parce que l'Ukraine constitue pour la Russie un glacis, c'est-à-dire une zone de protection pour la Russie. Donc la Russie va continuer à pousser ces territoires à être indépendants, territoires proches de la frontière de la Russie. Par exemple, le Donetsk, le Lugansk et les autres. Mais il faut noter aussi que la Crimée a été déjà rattachée à la Russie depuis 2014. Donc la Russie va tout faire pour que les autorités actuelles soient destituées, pour qu'elles mettent en place un gouvernement pro-russe. Cette guerre aura néanmoins des conséquences économiques. La conséquence économique sera pour les deux parties, pour l'Occident, surtout l'Europe, parce que la guerre se fera en Europe, et pour la Russie. Mais il faut dire que la Russie a déjà commencé à essayer de tout faire également pour atténuer cette conséquence négative pour la Russie. Aucun pays ne connaît vraiment la force militaire et les armements de la Russie, raison pour laquelle plusieurs nations appellent au calme et à la fin de l'escalade. Et justement, dans les actualités internationales, parlons de cette situation d'hier où la Russie a bombardé l'Ukraine. Justement, la Russie a lancé aujourd'hui à l'aube une invasion de l'Ukraine avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays. Ce jeudi après-midi, l'armée russe a affirmé avoir déjà détruit 74 installations militaires dans 11 aérodromes en Ukraine. Du discours de Vladimir Poutine au premier bombardement, retour sur cette journée historique. Des éclairs de feu dans la nuit, des explosions. Ce sont ces bruits sourds d'un autre temps qui ont réveillé les Ukrainiens. Une pluie de frappes ciblées. Dans la voix de cette femme qui filme, on entend la stupéfaction, la terreur aussi. La Russie vient de déclarer la guerre à l'Ukraine. J'ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Le but est de protéger le peuple, qui depuis 8 ans souffre des abus et du génocide du régime de Kiev. En face, le président ukrainien s'adresse très vite à la population. Nous imposons la loi martiale dans toutes les régions de notre État. Nous avons besoin que vous restiez calme aujourd'hui, si possible restez chez vous. Pourtant, difficile de garder son calme. Des missiles russes frappent un à un toutes les infrastructures militaires ukrainiennes. Dépôts d'armes. Ici, c'était un aéroport international. Sur cette base, les soldats ukrainiens semblent dépassés, au bord de la panique. Ils peuvent frapper de nouveau, à tout moment, partez vite. Les frappes touchent aussi des quartiers résidentiels. Ce cycliste est fauché par l'explosion. Selon Kiev, au moins 40 militaires et une dizaine de civils ont été tués depuis le début de l'offensive. Je suis seule au travail. Où est-ce que je peux m'enfuir? Où est-ce que je dois aller? Dites-moi, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Au même moment, au poste de frontière, les caméras de vidéosurveillance filment les blindés et chars russes qui pénètrent en Ukraine, par le nord, l'est et le sud. L'invasion a commencé aussi à terre. Quand l'offensive est lancée cette nuit, le Conseil de sécurité de l'ONU est en pleine réunion d'urgence. Les représentants ukrainiens et russes s'invectivent. Le président russe a déclaré la guerre. Vous voulez que je vous montre la vidéo? Monsieur l'ambassadeur, vous voulez que je le fasse? Maintenant, est-ce que je devrais le faire? Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Et le secrétaire général lance un appel aux Russes. Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie au nom de l'humanité. Ne permettez pas de commencer en Europe ce qui pourrait être la pire guerre depuis le début du siècle. The worst war since the beginning
Les pays européens, les États-Unis, condamnent unanimement l'invasion russe. L'annonce par le président russe Vladimir Poutine d'une opération militaire en Ukraine aujourd'hui suivie d'explosions dans plusieurs villes ukrainiennes a suscité les condamnations quasi unanimes de la communauté internationale, parmi lesquelles celle du président français Emmanuel Macron. France 24 toujours. Au Conseil de sécurité de l'ONU, Russes et Ukrainiens se font face. Могу лишь с сожалением констатировать по итогам дня, что наши сигналы Киева о необходимости прекращения провокаций против Луганской и Донецкой народных республик не были услышаны. Le représentant de l'Ukraine laisse éclater sa colère. Well, it's a war. If we here in New York do not remember what war is, then go to the library and pull out the footage. Le secrétaire général des Nations Unies semble abattu. The saddest moment in my tenure as Secretary General of the United Nations. President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. Depuis le début de l'attaque russe contre l'Ukraine, les réunions d'urgence se multiplient. Ursula von der Leyen annonce le gel des avoirs russes dans l'Union européenne et l'exclusion des banques russes du marché financier européen. Pour le chef de la diplomatie européenne, le continent vit ses heures les plus sombres depuis la Seconde Guerre mondiale. Josep Borrell annonce des sanctions de l'UE contre la Russie, les plus dures jamais prises. Les traits tirés de celui qui n'a pas dormi de la nuit, le président Volodymyr Zelensky tente de rassurer les Ukrainiens en leur promettant la victoire. Il appelle à l'unité des Européens et leur demande de monter une coalition anti-Poutine. Emmanuel Macron, lui, exprime la solidarité de la France avec l'Ukraine et annonce agir avec ses alliés pour que cesse la guerre. Et pourtant, Vladimir Poutine a déjà averti cette nuit qu'il répliquera à tous ceux qui interféreraient avec l'opération russe. Moscou, qui affirme ne viser que des cibles militaires, peut compter sur ses alliés. Pékin, notamment, qui affirme que le mot « invasion » est employé à tort par les Occidentaux. Comme ce qui a été dit, la communauté internationale a très largement condamné les actions de la Russie et promet des sanctions. Ce jeudi après-midi, des centaines de personnes, dont les candidats à la présidentielle Yannick Jadot et Christiane Taubira, se sont rassemblés devant l'ambassade de Russie à Paris pour protester contre l'invasion russe et montrer leur soutien aux Ukrainiens. France 24. À peu près 500 personnes de la communauté ukrainienne ici à Paris, dans le 16e arrondissement, en face de l'ambassade de Russie. Ils se sont rassemblés vers midi. À un moment, ils étaient sur le trottoir derrière des barrières de sécurité. La foule était très dense. On a entendu beaucoup de chants en ukrainien, de slogans « Poutine assassin, Poutine terroriste », solidarité avec l'Ukraine. Et aussi, il y a beaucoup de drapeaux ukrainiens bleus et jaunes. Il y avait une nuée de drapeaux tout à l'heure. Alors les manifestants les ont repliés enroulés à cause de la pluie ici à Paris, mais je me trouve avec Lesia qui a tenu à rester un petit peu jusqu'au bout de cette manifestation. Lesia est ukrainienne, elle habite en France et elle a de la famille sur place. Alors Lesia, déjà une première question, quand vous avez appris le déclenchement de cette opération militaire russe en Ukraine, quel a été votre sentiment, votre état d'esprit, votre réaction? Ce matin, la nuit fut courte parce que j'étais réveillée justement par un appel. J'appelle pas ça opération militaire, j'appelle ça la guerre. Donc c'est la guerre et il faut se rendre compte qu'il ne va pas s'arrêter là. Donc il veut 2/3 de l'Ukraine, je pense, Poutine, je parle de Poutine, il. Donc mon sentiment c'était quoi? En un seul mot, c'était la rage. La rage contre la Russie, la rage contre l'impuissance de l'Europe, la rage contre l'impuissance américaine, la rage. Donc je me suis dit, on peut compter que sur nous, on va se battre. Je dis la terre va brûler sous les bottes russes, on ne va pas laisser rentrer facilement. Vous avez encore de la famille sur place, comment ça se passe pour eux? La famille, mon frère, il reste en Ukraine, il est à l'ouest de l'Ukraine, il est réserviste, donc il va être appelé, bien évidemment. Il se tient prêt. Ma sœur, qui était en vacances là-bas, parce qu'elle a la nationalité française, elle était en vacances, elle a réussi à quitter le pays.
Son vol était annulé, mais elle a pris le car pour... Qu'est-ce qu'ils vous disent sur ce qui se passe en ce moment sur le Je viens terrain? d'avoir mon frère il y a une petite heure. Il y a les bombardements, on entend les tirs, évidemment. Même si on est à l'ouest, je pense que depuis Moldavie, vous savez, il y a une petite territoire qui était annexé, en Moldavie aussi. Donc il y a aussi là-bas les missiles russes. Je pense que c'est de là-bas. Parce qu'on pensait qu'ils ne vont pas nous toucher, mais on s'est trompé. Et écoutez, il n'est pas stressé, il n'a pas peur, il a la rage comme moi et il se prête d'aller combattre. Cette attaque, vous vous y attendiez? Moi, personnellement, oui. Mais j'ai gardé l'espoir. On garde toujours l'espoir. Mais je pensais que ça va se passer comme ça. Qu'est-ce que vous attendez pour la suite et notamment de la part de la communauté internationale? Frapper plus fort. Niveau sanctions, c'est pas assez. C'est frapper directement Poutine, parce qu'il n'était pas saisi. C'est saisir les biens immobiliers. Saisir, on ne peut pas saisir, bon, c'est la démocratie, mais ils ont beaucoup de biens immobiliers, les oligarques russes, et Poutine même, à Biarritz, que je sache, sur la Côte d'Azur. Donc, évidemment, il faut frapper par tous les moyens financiers. Si possible, évidemment, un coup de main militaire, ça ne sera pas en trop, on espère, parce qu'il y a la Pologne, les frères polonais qui sont avec nous de tout cœur. Donc, on espère qu'ils vont nous aider. Dans quel état d'esprit vous allez être ces prochains jours, pour les prochains jours? Je suis pas bien. Je suis mal. Ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre fidélité. Très bonne continuation sur notre chaîne. N'oubliez pas votre série Revenge. À très bientôt. Au revoir.